Nous avons à présent le privilège d'accueillir Madame Sylvie Durer, qui est la directrice du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes à Berne. Sylvie Durer, qui est aussi docteur ès lettres de notre faculté. On en est très fiers et on le rappelle bien sûr, puisqu'elle a obtenu ici en 1992 le titre de docteur ès lettres avec une thèse de doctorat en linguistique française, thèse publiée 2 ans plus tard aux éditions Draw à Genève. Elle a également enseigné par la suite dans notre faculté en tant que professeure assistante en linguistique dans le cadre d'un projet FNS. Et puis, en 2006, elle a pris la tête d'abord du bureau cantonal de l'égalité en tant que chef de service, avant de devenir, en 2011, la directrice du bureau fédéral de l'égalité, non sans avoir au préalable décroché un diplôme à l'IDEAP dans le domaine du management des politiques publiques. Et c'est de la politique publique de l'égalité en Suisse qu'il sera question ce soir dans son intervention. Un grand merci, Sylvie Durer, d'avoir accepté, en dépit d'un agenda très chargé, de vous libérer pour venir donner cette conférence inaugurale de l'année académique. Bienvenue chez vous, à la Faculté des Lettres. Mesdames les vice-rectrices, Monsieur le doyen, Madame la vice-doyenne en charge de l'égalité, nouveau dicaster récemment créé, si j'ai bien compris, Mesdames et Messieurs les professeurs, chers anciennes et anciens collègues, Madame la déléguée à l'égalité de l'Université de Lausanne, Mesdames les lauréates, Messieurs les lauréats, chers étudiants, Mesdames et Messieurs. J'ai eu le bonheur effectivement de faire mes études ici à l'Université de Lausanne et c'est avec grand plaisir que je reviens aujourd'hui à la Faculté des Lettres. Faculté où ça a été dit, j'ai étudié la linguistique, le français et l'anglais, enseigné en tant que professeure assistante et co-dirigé la première école doctorale lémanique en études genre. Cette époque me semble à la fois lointaine et proche, riche en souvenirs en tous les cas et expériences, mais je n'en ai pas la nostalgie. En effet, l'égalité entre femmes et hommes est peu propice à la nostalgie. Nous commémorons et non pas célébrons cette année les 50 ans du droit de vote et d'éligibilité des femmes. Lorsque j'ai commencé mes études en 1979, je me suis retrouvée avec des camarades masculins qui avaient pu entrer au collège ou en voie gymnasiale, dirait-on aujourd'hui, avec de moins bons résultats, qui devenaient chefs de famille au moment de se marier, qui transmettaient leur nationalité suisse à leurs femmes. Pour ce qui est des femmes, elles ne pouvaient pas faire bénéficier leur mari de leur passeport suisse. Elles ne pouvaient pas décider librement d'une interruption de grossesse non désirée. Elles n'avaient pas de congé maternité, tout en étant interdites d'exercer un travail rémunéré durant les 8 semaines qui suivaient un accouchement. Ce qui m'est arrivé comme à de nombreuses autres femmes. J'ai eu le bonheur d'avoir 3 enfants durant mes années d'engagement universitaire. Mais je n'ai eu la chance d'avoir un congé maternité qu'une seule fois. J'étais alors maîtresse assistante à l'université de Zurich au sein du Romanisches Seminar. Mon administration était bien surprise et ne savait pas quelle était la procédure à suivre, car c'était la première fois qu'elle était confrontée à un tel cas de figure, aucune femme n'ayant encore occupé un tel poste. Le collège des professeurs était lui déçu, estimons que lorsqu'on avait le privilège d'avoir un poste, on devait s'y consacrer entièrement, sans s'en éloigner durant 4 mois, et surtout pas pour pouponner. Dans ma génération, 30% des femmes au bénéfice d'une formation universitaire n'ont pas eu d'enfants, du fait d'un choix personnel ou du fait des incitations négatives émises par l'institution ou par notre système en général. Devenue professeure assistante à l'université de Zurich, j'étais toujours la seule femme. Mes collègues préféraient écrire dans leur courrier « Liebe Kollegen, chère Sylvie ». C'était par sympathie, paraît-il. J'aurais été malvenue d'y détecter une de ces formes de sexisme bienveillant, largement pointées depuis. Le congé maternité pour toutes a été introduit en 2000. Le congé paternité est arrivé en 2021. L'égalité entre femmes et hommes est peu propice à la nostalgie. Par la suite, mes collègues zurichois m'ont demandé de donner un cours sur les questions de genre et de langage.
De leur point de vue, il ne s'agissait pas d'un domaine très sérieux, mais il suscitait un certain intérêt de la part des étudiantes majoritaires. Et il fallait bien, parfois, vivre avec son temps. Du point de vue de mes lieben Kollegen, ce serait un petit cours facile à faire, une fantaisie académique pour ainsi dire. Piqué au vif, je me suis attelée à la tâche et j'ai découvert un véritable continent scientifique qui alliait réflexion de nature épistémologique, richesse d'approche, diversité de thématiques, profondeur d'analyse et engagement pour la société. J'ai l'impression de faire une laudatio pour les études de genre. À l'Université de Lausanne, en faculté des lettres, on ne se moquait pas des questions de genre, car elles étaient tout simplement encore plus inexistantes. Quelques années et publications plus tard, de retour dans l'alma mater, j'ai co-dirigé la première école doctorale lémanique en études genre. Cette école se voulait résolument interdisciplinaire. Il y était question de publicité, d'élections au Parlement, de finances conjugales, de lois sur la contraception, du fonctionnement de la prostitution ou du rôle des ouvrières dans l'industrie horlogère. Les disciplines convoquées étaient la linguistique, l'histoire, la sociologie, les sciences politiques, le droit du travail, mais aussi la médecine. On y parlait de gender health. On nous prenait aussi parfois pour des illuminés. Aujourd'hui, la faculté de biologie et médecine de l'Université de Lausanne a inscrit dans son cursus de base les questions de médecine et genre. Et les universités de Berne et Zurich proposent un CAS ou un CAS sur cette problématique. Récemment, le Parlement a accepté un postulat sur la santé des femmes, reconnaissant que les différences liées au sexe n'étaient pas assez prises en compte en médecine. Le Conseil fédéral a inscrit cette dimension dans sa stratégie égalité 2030, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. À l'Université de Lausanne, en 2000, on n'écrivait pas « Liebe Kollegen, chère Sylvie ». Mais mes chers collègues m'expliquaient aussi avec beaucoup de sympathie qu'il ne fallait pas que je scie la branche sur laquelle j'étais assise, que les professions qui se féminisent perdent fatalement en prestige social et en rémunération. C'était ainsi. Mais non, cela ne pouvait pas être ainsi. Le besoin d'agir m'a finalement amené en 2005, à l'occasion d'un projet sur l'égalité dans les programmes de l'école obligatoire, à me réorienter vers l'administration publique. Mes collègues ont été étonnés de cette orientation. Je n'allais plus pouvoir parcourir le monde des colloques, procéder à des recherches scientifiques et élaborer une réflexion vraiment personnelle. Et c'est vrai. À l'université, je devais mettre toute mon énergie à développer une réflexion originale, à convaincre mes pairs et l'institution du caractère résolument novateur et inédit de ma pensée, tout mot utilisé aujourd'hui à de nombreuses reprises dans les laudations. Dans l'administration cantonale puis fédérale, j'ai dû mettre toute mon énergie à trouver des points communs, à convaincre que nos positions n'étaient pas si éloignées et que nous pourrions trouver un consensus. En d'autres termes, tandis qu'à l'université, je devais mettre en évidence des problèmes méconnus au sein d'un champ très spécialisé, dans l'administration, je devais trouver des solutions consensuelles, donc pas trop novatrices, entre des univers plutôt différents, comme le droit, la police, l'éducation, l'économie, des solutions qui devaient en plus être acceptées et qui doivent en plus être acceptées par des partis aux orientations bien souvent très opposées. En changeant d'univers, le vocabulaire a changé. Les colloques sont devenus des groupes de travail, aux notions d'anaphore fidèle ou infidèle, de connecteur, narratologie, intertextualité, discours oralisé, discours direct, indirect ou indirect libre ou discours journalistique, ont succédé d'autres notions, celles de postulat, exposé des motifs et projets de loi, Handlungsbedarf, Legislaturplanung, Ämterkonsultation, Mitbericht, Lohngleichheitsdialog, mais aussi Conférence suisse et déléguée à l'égalité, Commission on the Status of Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Global Media Monitoring Project, Equal Pay International Coalition, etc. Dans ces deux univers, l'académique et l'administratif, le sérieux de la documentation, les capacités d'analyse et d'argumentation, ainsi que la bonne facture de la rédaction, ont été et sont encore des atouts précieux. Or, ces compétences dites transversales, je les ai acquises, exercées et enseignées à l'Université de Lausanne en particulier.
Celles-ci m'ont été fort utiles lorsqu'il s'est agi de mettre sur pied une politique publique de l'égalité. Au niveau fédéral, sous l'égide du conseiller fédéral Alain Berset, mon bureau a pu intensifier son action en matière d'égalité salariale. Nous avons en particulier développé un outil d'analyse, Logib, qui permet aux employeurs de procéder à une analyse de l'égalité salariale. Au départ, cet outil est construit sur une méthode statistique d'analyse de régression largement utilisée dans le monde académique. Cette méthode a été appliquée avec succès par l'actuel recteur de l'Université de Genève, Yves Flukiger, à l'occasion d'une expertise mandatée dans le cadre d'une action judiciaire. L'outil Logib qui en est issu permet aux employeurs de vérifier s'ils respectent le principe de salaire égal pour un travail de valeur égale, sans connaissance académique. Peu à peu, l'outil et la méthode ont été développés grâce notamment à des collaborations avec les universités de Berne ou de Saint-Gall. Le conseiller fédéral Alain Berset a aussi lancé en 2016 une charte sur l'égalité salariale dans le secteur public. Elle a ouverte en 2019 aux organisations proches du secteur public. Cette charte a été signée par l'Université de Lausanne l'année dernière. En effet, le secteur public se doit d'être exemplaire en matière de promotion de l'égalité professionnelle et de lutte contre toute forme de discrimination. La charte réaffirme la détermination de rendre effectif le principe constitutionnel de salaire égal pour un travail de valeur égale. En vertu de cette charte, les signataires prennent les engagements suivants: sensibiliser à la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes les collaboratrices et collaborateurs impliqués dans la fixation des rémunérations et l'évaluation des fonctions, mais aussi dans le recrutement, la formation et la promotion professionnelle. 2. Réaliser au sein de l'organisation une analyse régulière du respect de l'égalité salariale. 3. Faire respecter l'égalité salariale en tant qu'adjudicateur de marchés publics. 4. Informer sur les résultats concrets de cet engagement. Le travail de mon bureau en matière d'égalité salariale, la solidité et le caractère innovant de nos outils, je ne vous l'impression de faire une laudation, ont été reconnus à diverses reprises, tant par l'ONU que par l'OIT et l'OCDE. J'ai aussi fonctionné entre 2011 et 2013 comme observatrice de la Confédération dans le cadre du programme national de recherche PNR 60 consacré à l'égalité. Car si mon bureau ne peut pas soutenir des projets de recherche ou de culture, il peut en accompagner et il lui arrive d'en susciter. À cet égard, je me réjouis que Camille Legault, qui a été formée par votre centre de traduction littéraire, ait pu procéder à la traduction en français d'une partie significative d'une œuvre majeure du féminisme suisse. Je veux parler de Frauen im Laufgitter d'Iris von Rothen. Cet ouvrage, publié en 1958, qui décrit le quotidien des femmes suisses il y a 60 ans, est enfin accessible au public francophone sous le titre « Femmes sous surveillance » aux éditions Antipodes. Il a été traduit à l'instigation de la Commission fédérale des questions féminines, qui est rattachée à mon bureau, et a fait l'objet d'un soutien financier de Pro Helvetia, institution de plus en plus vigilante, elle aussi, sur les questions d'égalité. Si nous ne pouvons soutenir des projets scientifiques ou culturels, nous pouvons accorder dans mon bureau des subventions à de nombreux projets en lien avec la vie professionnelle. Ainsi, l'EPFL a pu mettre sur pied des ateliers pour encourager les filles à s'intéresser à l'informatique. Nous soutenons aussi actuellement l'évaluation d'un cours pilote sur la prévention du harcèlement sexuel destiné aux étudiantes et étudiants en médecine des universités de Lausanne et de Fribourg. Mesdames et messieurs, avec MeToo, la grève des femmes de 2019, un nouveau Conseil fédéral et un nouveau Parlement plus mixte, une fenêtre d'opportunité s'est ouverte pour passer à la vitesse supérieure. Lors de sa séance du 28 avril 2021, le Conseil fédéral a adopté la stratégie Égalité 2030. Il s'agit de la première stratégie nationale de la Confédération qui vise à promouvoir spécifiquement l'égalité entre les femmes et les hommes. En effet, si depuis l'introduction du suffrage féminin il y a 50 ans, la Suisse a réalisé d'importants progrès, l'égalité n'est toutefois pas encore complètement atteinte. Le Conseil fédéral s'est accordé sur la perspective suivante. Je cite, « Les femmes comme les hommes participent à égalité à la vie économique, familiale et sociale
Ils bénéficient de la même sécurité sociale tout au long de leur vie et se réalisent dans un environnement respectueux, sans subir ni discrimination ni violence. La stratégie se focalise sur 4 champs d'action. Premièrement, le Conseil fédéral veut éliminer toute discrimination salariale et promouvoir une participation équilibrée des femmes et des hommes au marché du travail. Dans le domaine de la vie professionnelle et publique, l'objectif est aussi d'améliorer la situation des femmes en matière de rente et d'atteindre une répartition plus équilibrée des sexes dans la formation et les différentes professions, et ce, à tous les niveaux de responsabilité. À cette fin, il s'agit notamment d'augmenter la part des femmes au poste de direction des hautes écoles et d'encourager une plus forte présence des hommes dans les professions de la santé et de l'éducation. Deuxièmement, le Conseil fédéral veut renforcer les instruments qui aident à mieux concilier travail et famille, notamment par des congés parentaux, des horaires de travail compatibles avec la vie de famille et une sécurité sociale pour les parents et les proches aidants. Troisièmement, le Conseil fédéral s'est aussi fixé pour objectif de réduire la violence envers les femmes et la violence domestique. Il entend renforcer les mesures de protection des victimes et placer les auteurs de violences face à leurs responsabilités. Enfin, les femmes et les hommes doivent bénéficier des mêmes opportunités tout au long de leur vie. L'objectif est d'éliminer le sexisme et la discrimination, et le Conseil fédéral entend en particulier faire en sorte que le droit fédéral ne comporte plus de réglementation discriminatoire en fonction du sexe. Pour chacun de ces 4 objectifs, la stratégie présente une série de mesures et tous les départements, et c'est à souligner, ainsi que la chancellerie fédérale sont impliqués à travers un comité interdépartemental de haut niveau. La stratégie Égalité 2030 sera concrétisée dans un plan de mesures détaillé d'ici à la fin de l'année 2021 et un bilan intermédiaire sera dressé fin 2025. Dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie, la Confédération a sollicité les cantons et les communes ainsi que différents groupes d'intérêt. Elle souhaite poursuivre cette collaboration entre les différents échelons de l'État fédéral, de même que les échanges avec la société civile, les milieux économiques, ainsi que les milieux scientifiques. La politique publique de l'égalité, et cette stratégie en particulier, se base sur un certain nombre de données qui montrent encore que l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas atteinte dans notre pays. En voici quelques-unes de ces données. L'imposition conjointe, nous le savons, constitue une incitation négative au travail des femmes mariées. Il en va de même pour l'absence et le coût des structures d'accueil extrafamiliales. En moyenne, en Suisse, les femmes gagnent 19% de moins que les hommes. À la retraite, le Gender Pension Gap est de 37%. En d'autres termes, le montant des retraites des femmes est d'environ 20 000 francs inférieur à celui des hommes. En 2020, 47 homicides perpétrés ont été enregistrés par la police, dont 28 dans le cadre de violences domestiques. Les femmes constituant la très grande majorité des victimes et les hommes la très grande majorité des auteurs. Les statistiques et plus largement les données sont à la base de notre politique publique de l'égalité. Nous développons actuellement toute une série de réflexions au plan national dans le cadre de ce que l'on appelle la stratégie Open Government Data. Stratégie qui veut faciliter l'accès aux données, aussi pour la recherche scientifique. Par ailleurs, grâce à une collaboration étroite entre le Bureau fédéral de l'égalité, l'Office fédéral de la statistique et la division statistique de l'ONU, nous organisons du mardi 28 septembre au vendredi 1er octobre une Gender Statistics Week, dont les résultats nourriront le UN World Data Forum qui aura lieu à Berne la semaine qui suit. Les statistiques ventilées par sexe sont essentielles. Elles rendent les femmes visibles. Elles rendent les minorités visibles. Suite à une motion récemment acceptée par le Parlement, le Conseil fédéral devra d'ailleurs faire en sorte que les principales statistiques et études de la Confédération soient ventilées par sexe, ou plus largement qu'elles analysent et montrent les conséquences de leur objet pour l'un et l'autre sexe. Les collaborations au niveau international dynamisent le travail du Bureau fédéral de l'égalité. Elles nous font voir de nouvelles solutions, mais c'est aussi l'occasion de soutenir l'action des autres pays. J'en ai eu la preuve à de nombreuses occasions. Les attentes des pays de ce que l'on appelle le Global South envers les pays du Global North sont importantes et légitimes. Je me rappelle ainsi de collègues représentant des États de l'Afrique subsaharienne
intervenant lors de la commission sur la condition de la femme à New York. Elle nous demandait avec une certaine virulence de nous engager plus fort. En substance, elle disait ceci: si vous ne vous battez pas, vous, alors que vous avez des conditions relativement privilégiées, comment voulez-vous que nous y arrivions? Pour vous, les quotas sont peut-être une mesure parmi d'autres. Pour nous, c'est une nécessité vitale. Sans cet instrument, nous n'avons aucune chance de participer au processus de décision. Nous n'existons pas. Alors que les menaces qui frappent les femmes afghanes se sont encore accrues, cet appel à l'engagement et à la solidarité internationale garde toute son urgence. En matière d'égalité, je le répète, l'époque n'est décidément pas à la nostalgie. L'engagement en faveur de l'égalité, dans tous les pays, dans toutes les institutions, à tous les niveaux, reste absolument nécessaire. Diverses enquêtes montrent que les jeunes générations sont particulièrement engagées sur cette thématique. Permettez-moi donc de conclure tout d'abord en adressant mes plus vives félicitations aux lauréates et aux lauréats de cette faculté et en les invitant, ainsi que l'ensemble des étudiantes et étudiants, à poursuivre le chemin inachevé de l'égalité avec audace et créativité. Le besoin d'action et les sphères d'engagement restent vastes et nombreux. Merci de votre attention.